La parole, général Grégoire de Saint-Quentin. Donc vous avez une solide expérience dans les forces spéciales et aussi à l'étranger, en zone de guerre, notamment pendant l'opération Serval au Mali en 2013-2014. Alors tout d'abord, je voudrais que vous nous fassiez un rappel du rôle historique des armées dans la sécurité, même si, là, aujourd'hui, au CDSE, on est devant des patrons d'entreprises privées. On parle aussi de co-création de sécurité. Merci beaucoup. Oui, on dit souvent que le métier de soldat, nous, on a coutume de dire que c'est le plus vieux métier du monde. Donc, vous voyez... Ça fait ricaner, non, en général? On a un rôle historique, oui. Alors, peut-être que c'est une place qui nous est contestée, mais... on pourra en parler dans un autre colloque, alors, disons que c'est les deux plus vieux métiers du monde. Voilà. Donc, l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Voilà. Autant y aller franchement. Je vous laisse libre de votre appréciation. Bon, enfin, en tout cas, moi, je trouve intéressant que le chef d'état-major des armées choisisse son sous-chef opération pour le représenter à cette table ronde, parce que je pense que si la sécurité est une exigence sociétale, on est quand même assez bien placé aujourd'hui pour le voir, puisqu'aujourd'hui, les armées, c'est quand même 7000 hommes en opération extérieure, donc c'est une catégorie très particulière dans notre classification, c'est-à-dire c'est 7000 hommes qui sont au combat, hein, au Sahel ou au Levant, qui se battent singulièrement au Levant depuis 3 ans, et même un peu plus maintenant pour diminuer la menace qui pèse sur notre population, sur notre territoire, soit qu'elle soit inspirée, soit qu'elle soit projetée par l'État islamique. Et ce combat, d'ailleurs, aujourd'hui, continue toujours. Donc je trouve intéressant, également, on parle de co-construction, de voir comment, sur le territoire national aujourd'hui, et c'est l'opération Sentinelle, qui est également placée sous ma responsabilité, contribue ou concourt en appui des forces de l'ordre, des forces de police et de gendarmerie à la sécurité de nos concitoyens. Voilà. Donc, rôle intangible, en fait, hein, des armées. Ce que je trouve intéressant de souligner, c'est également de voir comment ça évolue au fil du temps. Hein, aujourd'hui, on le voit bien, on est dans un État qui a parfaitement identifié quels étaient les outils pour quel type de situation. Je rappelle qu'il y a, au départ, la gendarmerie faisait partie des armées, qu'aujourd'hui elle s'est séparée, que depuis 1921, on a créé des gardes mobiles pour justement éviter l'intervention des armées face à leur population, notamment en maintien de l'ordre public, et que tout ça, tout en étant intangible, a parfaitement évolué pour éviter toute confusion d'outils et de nature. Voilà. Ce que je voudrais également souligner, c'est que les armées sont à la fois fournisseurs de sécurité, c'est leur rôle, protéger le territoire national, les intérêts nationaux, la population, mais également sont des consommateurs de sécurité pour leurs propres forces, pour leurs propres installations, pour leurs propres acheminements, enfin pour tout un tas de choses sur lesquelles je pourrais revenir. Ce qui me paraît plus intéressant aujourd'hui, c'est quand même de souligner leur rôle en tant que fournisseurs de sécurité et quelque part de montrer qu'elles ont un champ d'expérience qui est assez intéressant, y compris dans ce genre d'enceinte. Aujourd'hui, au Sahel, on essaie de faire revenir de la sécurité, mais pas de la sécurité pour la sécurité. Évidemment, notre mission, c'est d'assurer la sécurité, c'est de chasser les terroristes qui cherchent à s'implanter dans cette région, mais elle est vaine si elle n'est pas soigneusement articulée avec le développement, si elle n'est pas soigneusement articulée avec un retour de ce qu'on appelle la stabilisation derrière, donc la gouvernance, les écoles, les préfets, la police. Et on voit bien aujourd'hui qu'au Sahel, cette articulation est perfectible et qu'on a du mal à l'obtenir, malgré toute une série d'initiatives qui ont été prises. L'année dernière, j'ai signé un protocole avec celui qui était à l'époque encore vice-président délégué, Geoffroy Roux de Bézieux, donc du MEDEF, pour voir comment on pouvait faire agir ensemble les armées et le MEDEF dans les situations de crise. Vous le savez, il y en a un certain nombre d'entre vous peut-être dans cette pièce, la capacité des armées à mobiliser des réservistes est également une articulation qui nous aide sur les territoires d'opération extérieure à gérer cette articulation entre sécurité, développement et retour de la stabilité.
Et puis on a, vous le savez, une fonction qui est dédiée à ça, ce qu'on appelle la coopération civilo-militaire, qui permet de mettre en œuvre tout ça. Excusez-moi un instant, je vais passer on va y revenir après, hein, évidemment. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Émile Pérez. Alors, vous, c'est très intéressant parce que vous êtes à la fois policier de formation issu du ministère de l'Intérieur, mais vous êtes aussi dans le business, d'accord, puisque vous occupez de la sécurité et de l'intelligence économique pour tout le groupe EDF, qui a en plus une mission de service public importante. Je voudrais vous entendre sur un point, c'est-à-dire... D'abord, pour bien comprendre, pour les gens qui nous écoutent, comment vous définissez et vous séparez la sûreté et la sécurité chez EDF? C'est toujours délicat quand on est commissaire de police d'être dans les affaires. Donc il faut toujours s'en méfier. La relation entre la police et les affaires, pendant très longtemps, s'est limitée à la période très étroite des 24 heures de la garde à vue qui pouvait être prolongée pour ceux qui étaient en face de nous. Mais sécurité, sûreté... Moi, je suis directeur de la sécurité. Beaucoup de mes camarades ici sont directeurs de sûreté parce qu'on ne sait pas trop quoi mettre derrière ces deux termes, mais c'est la protection, de toute façon, contre tous les risques et toutes les menaces. À partir du moment où il y a une intervention malveillante, humaine, chez nous, chez EDF, on parle de sécurité, on parlera de sûreté ailleurs, mais on parle de sécurité parce que dans les centrales nucléaires qui portaient une partie de la production d'EDF, la sûreté, c'est-à-dire la protection des installations au niveau purement matériel, était importante et la protection de la production était particulièrement importante. Alors le groupe EDF comprend de nombreuses filiales puisqu'il s'agit de produire de l'électricité, de la transporter, de la distribuer. Il y a plusieurs filiales, RTE par exemple pour le transport, Enedis c'est pour la distribution, donc ça fait une complexité supplémentaire. Comment vous faites pour appliquer des règles de sécurité communes au sein du groupe, tout en tenant compte des particularités de chaque entité? Alors, je vais d'abord commencer par protéger la spécificité de RTE, qui ne doit pas, qui est une filiale certes d'EDF, mais qui doit conserver une certaine indépendance dans le cadre du transport. Mais c'est vrai que pour faire en sorte que dans un groupe comme EDF, qui a plusieurs milliers de filiales, on soit en capacité de promouvoir la même culture de sécurité, nous avons simplement établi une véritable politique de sécurité du patrimoine qui doit s'appliquer dans toutes les entités, dans toutes les filiales du groupe. Et cette politique est largement partagée et nous permet de mieux protéger les intérêts du groupe, mais également les intérêts des agents du groupe, les intérêts des clients du groupe, les protéger au quotidien, au niveau de l'activité de nos agents, les protéger au niveau du patrimoine matériel que nous avons, donc les installations. Des installations, les protéger également au niveau du patrimoine immatériel, des informations que nous détenons, et être particulièrement attentif également à la protection du groupe dans le cadre des affaires qu'il est conduit à mener. Alors, est-ce qu'il y a des critères, parce qu'on essaie de trouver des moyens d'évaluer précisément, avec des critères, le niveau de sécurité? Est-ce que chez EDF, vous avez une grille de critères que vous avez établie avec la direction du groupe? Et est-ce qu'ils évoluent régulièrement, ces critères? Je crois qu'au-delà des critères, la principale évaluation que nous pouvons avoir, et c'est vrai quand nous sommes dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale, dans l'armée ou pardonnez-moi, dans les secteurs de la sécurité et de la sûreté des entreprises, c'est quand il ne se passe rien, nous sommes satisfaits. Malheureusement, trop souvent, je suis issu de la police nationale, on a tendance à mettre le projecteur sur les belles affaires, c'est-à-dire sur ce qui se passe pas bien, mais qu'on arrive à résoudre. Nous préférons, dans la plupart des cas, et c'est vrai dans la police et c'est vrai dans les entreprises, faire en sorte qu'il n'y ait pas à régler de manière réactive un problème, et nous préférons anticiper. La plupart du temps, nos collègues de la sécurité publique ne sont pas mis en avant parce que, par leur intervention, dans 95% des cas, ils sont en capacité de faire en sorte que l'infraction, que le crime, que le délit ne se commettent pas. C'est la même chose dans une entreprise. Moins on parlera de notre action, mieux ce sera, et l'évaluation se fera parce qu'il n'y aura pas d'agents en mission à l'étranger en difficulté, parce qu'il n'y aura pas d'installation attaquée, parce qu'il n'y aura pas
de déperdition de nos informations ou parce qu'il n'y aura pas de dossier de business, comme vous le signaliez tout à l'heure, en fragilité? Alors, général de Saint-Quentin, sur cette partie, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait transposer dans l'armée un référentiel de critères? Alors, évidemment, à part sauver des vies, sauver des installations, mais est-ce qu'on peut imaginer que c'est transposable, des points d'évaluation pour un groupe privé? Est-ce que ça pourrait être adapté à certaines missions? Alors, oui et non. En fait, d'abord, non, parce qu'en fait, dans la logique des armées producteurs de sécurité, à l'étranger, ou d'ailleurs sur le territoire national, on est exposé au risque. On fonctionne beaucoup avec la culture de la mission, et chaque chef, à son niveau, évalue le risque en fonction de la mission, qui n'est jamais la même, les conditions dans lesquelles on va s'engager, l'adversaire contre lequel on est. Et donc, nous, on va évaluer la progression de notre campagne. C'est-à-dire, on se fixe un objectif, ce qu'on appelle dans notre jargon un état final recherché, et puis on cherche à l'atteindre en adaptant nos modes d'action, en adaptant notre organisation, et éventuellement en faisant évoluer nos moyens, nos procédures, nos tactiques et nos techniques de combat. Voilà. Donc, comme on dit, dans le digital, c'est un peu en mode agile. Chaque mission a ses spécificités. On essaie d'être le plus en mode agile possible. Ça, c'est pour la partie, je pourrais éventuellement y répondre plus loin dans les questions avec la salle, mais c'est là pour la partie campagne. Oui, parce que, en fait, en tant que consommateur de sécurité, les armées sur le territoire national, enfin, dans leur vie organique, ont besoin de sécurité. Elles n'échappent pas à l'exigence sociétale dont on parle maintenant. Depuis 2015, singulièrement, on s'est rendu compte qu'avec les attaques terroristes, il fallait qu'on rehausse notre niveau de sécurité. Le ministère de la Défense, à l'époque, a créé une direction de la protection des installations de défense. On a maintenant un plan d'action complet pour revoir complètement la sûreté et la sécurité sur un certain nombre de sujets, les acheminements, les infrastructures, la protection du secret aussi, on pourra en reparler, dans un monde qui est effectivement fortement digitalisé, donc où l'information circule très vite. Voilà, donc tous ces sujets-là, ils sont identifiés dans une cartographie des risques du chef d'état-major des armées. Ce n'est pas spécifiquement quelque chose que moi, personnellement, je suis dans mon travail, mais je sais qu'il existe. Et dans cette cartographie des risques, il y a l'efficacité des forces. Est-ce qu'on est apte à garantir l'efficacité des forces demain? Voilà. Et donc ça s'évalue avec un certain nombre de critères. Et moi, c'est tous ces gens-là qui travaillent, en amont, pour que les opérations puissent, après, sur les territoires extérieurs, se dérouler dans de bonnes conditions, qu'on ait les bons moyens, les bons équipements au bon endroit, avec des hommes bien formés au bon moment. Voilà. Merci.